Bonjour, bienvenue sur ce live en direct de Schiltigheim à l'espace européen de l'entreprise. Nous avons rendez-vous ce matin pour ce deuxième rendez-vous du cycle UCC Club de la Presse. Et c'est Thomas Mongin qui va venir avec nous afin de vous présenter cet atelier qui a pour thème le podcast vidéo. C'est un sujet qui vous passionne et sur lequel il y a énormément à dire. Et je laisse la parole à Thomas Mongin. Nous allons rentrer dans les studios et il pourra vous raconter tout ce qui est prévu au cours de cette émission qui va être passionnante. Bonjour Anka, merci d'être venue. Bienvenue dans les studios de la soirée que tu connais déjà très bien. Ça nous fait très plaisir déjà que tu sois là avec nous aujourd'hui et je te propose qu'on rentre directement au chaud dans nos studios. Et pour attendre qu'on s'installe tranquillement, on peut lancer un petit jingle. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live. Merci Anka d'être présente avec nous, surtout pour cette super intro que vous avez pu voir juste avant. Alors pour rappeler le sujet, en effet, on est là pour parler du podcast vidéo. Le sujet, c'est comment devenir son propre média grâce au podcast vidéo. Ce live est bien évidemment interactif. On voit vos questions ici sur le chat. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions, des remarques. Tout au long de l'émission, on essaiera d'y répondre. Et on prendra un petit temps aussi en fin d'émission pour vous parler de tout ça. Alors déjà, c'est quoi être son propre média ? On va essayer de définir un peu les termes. Donc c'est un moyen qui permet de diffuser un message à son public tout simplement. Et aujourd'hui, je pense que vous le savez très bien, que vous soyez dans la sphère médiatique ou la sphère communicante, que on ne peut pas ne pas être multimédia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit être présent partout sur différentes formes pour toucher différents publics. Et c'est là qui, à mon sens, le podcast vidéo est très intéressant pour nous et pour vous. C'est de pouvoir justement faire du contenu à forte valeur ajoutée qui vit dans le temps et qui peut ensuite être partagé un peu partout, en audio, en vidéo, en format long, en format court. Et ça, sur plusieurs mois, plusieurs semaines éventuellement. Et dans un contexte très tendu, on le sait tous en ce moment, c'est encore plus intéressant d'optimiser sa création de contenu pour diffuser son message à un prix le plus intéressant possible et surtout en termes de temps aussi, investir un temps qui est le plus optimisé possible. On avait déjà on avait parlé de ce sujet dans l'émission l'année dernière dans le cycle justement des ateliers proposés par le Club de la Presse et l'UCC Grand Est. C'est le combienième cycle déjà Eh bien c'est déjà le 7e cycle. En fait, on a commencé en 2020 à l'époque parce que comme si vous vous souvenez, c'était la période du confinement et on n'arrivait plus à se retrouver et on a eu cette idée à l'époque avec Thomas Hazan qui était le président de l'UCC et on a eu cette idée d'atelier et en fait ça a tout de suite pris et c'est vraiment formidable. On a énormément de participants tous les ans et surtout on a la chance d'avoir des agences comme Viastoria qui proposent des ateliers qui sont vraiment passionnants pour tout le monde et qui permettent vraiment d'échanger sur des points très précis. Donc un grand merci parce que sans les agences on ne pourrait pas mener ces cycles. Donc merci beaucoup à Viastoria. Merci à vous pour l'organisation de ces ateliers parce que c'est vrai que c'est très intéressant à la fois pour nous de les préparer parce que ça nous permet de nous amuser aussi. Comme vous le verrez, on va se balader un peu dans les studios de Viastoria, rencontrer plusieurs personnes et ensuite pour les spectateurs, j'espère que c'est quelque chose qui vous intéresse parce qu'en tout cas, nous, ça nous plaît de le faire pour vous. On avait fait cet atelier donc l'année dernière qui s'appelait Réalisation, Interaction, quel futur pour vos contenus vidéo. J'étais tout seul à ce moment-là, mais vous pouvez trouver cette vidéo sur la chaîne YouTube de Viastoria et celle de l'UCC Grand Est. Cette année, ne vous inquiétez pas, cette fois-ci, je ne serai pas tout seul. Déjà, je suis accompagné d'Anka qui nous fait le plaisir d'être là ce matin avec nous pour l'introduction et la conclusion de ce live et je serai accompagné de 3 invités, 3 experts du sujet du podcast vidéo. On va commencer par rencontrer Julie Doll, chargée de projet Ligue Entreprise à la Ligue contre le cancer Comité du Bas-Rhin, qui a créé un podcast qui s'appelle On Cause. Donc ça c'est un podcast pour le grand public. On va ensuite voir Mélanie Yel, chargée de communication de la communauté d'agglomération de Haguenau, qu'on peut synthétiser en CARE Haguenau, qui a aussi lancé un podcast pour justement cette communauté de communes d'agglomération. Qu'on verra juste après, donc un podcast plus pour les entreprises, pour les professionnels. Et on finira avec Thibaut Bernardin, directeur associé de chez Blueboat, qui a produit un podcast pour l'entreprise OneRH, qui s'appelle One Podcast, et qui ont un autre positionnement qui est un peu moins vidéo, un peu plus audio. Donc comme ça, vous aurez un peu différents avis, à la fois grand public, à la fois vidéo et à la fois audio, et aussi professionnel, pour
peut-être vous inspirer, créer votre propre podcast, en tout cas essayer de vous lancer dans l'aventure. Avant de finir cette introduction et d'aller voir Julie, je tenais à remercier tout d'abord le Club de la Presse pour l'organisation de cet atelier et Anka d'être présent, ça nous fait vraiment très très plaisir. On remercie aussi l'UCC Grand Est, d'ailleurs on pense très fort à Marie, et on remercie aussi Créacast qui nous permet la bonne diffusion de ce live et qui nous permet la bonne diffusion de nos lives depuis près de 20 ans déjà. Donc merci à tous pour ce partenariat, cette organisation de cet événement. Et si tout est bon pour toi, on peut aussi dire qu'on se retrouve... Merci Thomas pour ton investissement. À chaque fois, les lives de Via Storia sont vraiment exceptionnels. Donc merci beaucoup. Merci à toute l'équipe parce qu'il y a du monde aussi derrière. Il y a du monde derrière. On va justement passer les voir et je te propose qu'on commence par notre premier invité. Et nous, on se retrouve à la fin du live. Absolument. Donc, merci Anka. À tout à l'heure. Bonne émission. Merci beaucoup. On va passer par la régie. Donc là, on va rejoindre le premier studio podcast. Comme vous voyez, j'ai la tablette avec les questions, donc n'hésitez surtout pas à réagir en direct. Et donc voilà, la régie, vous avez plusieurs personnes, vous avez les gens au script, vous avez les gens à la réalisation, les gens aux caméras PTZ, nous avons Mathieu au son et Philippe de Créacast à la diffusion. Voilà pour la régie, on y repassera sans doute tout à l'heure. À ma droite, vous avez la loge client avec, sans spoiler, mais vous les voyez, vous les reconnaissez déjà, Thibaut et Mélanie qui attendent leur passage dans l'émission avec un petit café, un petit croissant, voilà, tout se passe très bien. Et je vais rejoindre Julie qui m'attend sur le plateau. Qui est là, tout à fait. Bonjour Julie, comment tu vas ? Je vais m'installer avec toi. Et cette fois-ci, donc c'est un plateau que tu connais déjà très bien. Oui, plutôt. Tu passes du côté invité. Et donc ça me fait très plaisir déjà de te recevoir. Parce qu'on s'était déjà vu il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc je disais, tu es chargé de projet Ligue Entreprise à la Ligue contre le cancer Comité du Bas-Rhin. Oui. Et à côté de ça, tu as lancé il y a quelques temps le podcast On Cause. Est-ce que tu peux nous présenter déjà ton rôle et tes missions à la Ligue contre le cancer et pourquoi avoir voulu lancer ce podcast-là ? Oui, bien sûr. Alors, déjà, la Ligue contre le cancer, on est une association organisée en comités du coup départementaux. Donc, ici, on est au comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer et on a 4 grandes missions au niveau de la Ligue. La première, c'est de financer la recherche. La seconde, c'est de faire des actions de prévention et de promotion des dépistages organisés. On a également toute une mission de plaidoyer et de démocratie en santé. Et enfin, on a toute une mission d'accompagnement des personnes malades et de leurs proches. Et depuis notamment 2 ans, on accompagne plus particulièrement en fait les jeunes adultes touchés par un cancer, donc on va dire entre 18 et 35 ans, autour d'actions, on va dire en présentiel, qu'on a appelé des soirées de convivialité, des soirées pizza. Tout est dans le nom. On partage un moment de convivialité autour d'une pizza et les jeunes adultes peuvent se rencontrer, échanger autour de thématiques. Et suite à ce succès-là, on s'est rendu compte qu'on avait des jeunes qu'on ne pouvait pas toucher parce que nos soirées se passent à Strasbourg dans nos locaux, avec des jeunes qui soit ne peuvent pas se déplacer, soit sont trop fatigués ou avec des effets secondaires assez importants et qui les empêchent de venir à Strasbourg. Et donc on s'est posé la question de comment continuer un petit peu ces soirées pizza dans un format plus distanciel. Et c'est comme ça qu'est arrivée l'idée du podcast On Cause. Et en plus de ça, donc tu disais, c'est pour améliorer, optimiser et surtout élargir un format présentiel qui existe toujours d'ailleurs. Oui, tout à fait. Que vous continuez à faire. Et en plus de ça, vous touchez une audience, j'imagine, beaucoup plus large, pas forcément que les gens dans le Bas-Rhin finalement. Vous avez peut-être des auditeurs qui vous écoutent d'ailleurs ailleurs en France. Oui, même dans le monde, c'est assez perturbant quand on voit qu'on a des écoutes des États-Unis. On va avoir quelques Français ou francophones qui s'y retrouvent. Ouais. Mais effectivement, ça nous permet de toucher un public plus large, les jeunes adultes, pour les jeunes adultes, mais aussi de pouvoir sensibiliser le grand public à ces questions de quand on est jeune et qu'on est touché par un cancer, qu'est-ce qui nous préoccupe et comment ça se passe pour nous. Et c'est vrai que c'est un podcast qui est très intéressant parce qu'à la fois ça concerne les gens qui sont touchés par la maladie, mais aussi les personnes autour pour mieux comprendre aussi et mieux s'adapter aux besoins et ne pas faire d'impair ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment intéressant pour pas mal de gens au-delà de la maladie. Et pourquoi avoir décidé de créer ce podcast en version audio et vidéo ? Parce que du coup, vous l'avez enregistré ici sur ce studio. Quel est l'intérêt pour vous ? Quelle est l'utilisation après que vous en faites de ces 2 formats ? Alors nous, on s'est effectivement au départ posé la question
question de ces deux formats-là, mais vu les modes de consommation à l'heure actuelle, on écoute en audio ou en vidéo, on s'est dit qu'effectivement, pour pouvoir toucher le maximum de personnes, il serait donc super intéressant de faire les deux. Et c'est un petit peu dans cette réflexion-là qu'on a choisi de faire l'audio et la vidéo pour vraiment avoir un scope assez large pour toucher le plus de personnes possible, en fait. Ok, très intéressant. Je te propose pour les gens qui nous regardent, parce que peut-être que tout le monde ne l'a pas vu, on a fait un petit making-of d'un tournage, comment ça se passe ici. Je propose aux gens qui nous suivent, pour mieux comprendre l'ambiance d'un tournage d'un épisode de la Ligue contre le cancer, comité du Bas-Rhin, du podcast On Cause, qu'on regarde un petit making-of pour voir un peu l'ambiance de ces tournages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Cause. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le thème des troubles cognitifs. La vie ne s'arrête pas lorsque le diagnostic est posé, la vie continue. Mais c'est une fin de tournage. Voilà, on vous a un peu vu l'ambiance de ces tournages-là, donc ça se passe toujours dans la bonne humeur. En tout cas, j'espère que tu l'avais ressenti comme ça. Oui. Justement, comment t'as ressenti ces tournages? Donc on en a fait, si je dis pas de bêtises, 4 demi-journées avec plusieurs épisodes à chaque fois. C'est ça. Comment ça se passait les tournages? C'était quoi un peu l'ambiance, ou qu'est-ce que tu as apprécié? Comment tu as vécu le truc? En tout cas, ça a toujours été une très bonne ambiance de pouvoir tourner dans ce studio qui est quand même super chouette, qu'on a pu personnaliser aussi aux couleurs du podcast, aux couleurs de la Ligue, en ramenant effectivement certains éléments de décor pour faire en sorte qu'il y ait une vraie identité qui soit reconnaissable dans le cadre du podcast. Et puis effectivement de pouvoir accueillir les intervenants dans un lieu tel que celui-ci, de pouvoir les briefer. Eux aussi, on a eu des super retours de nos intervenants, de tous nos intervenants extérieurs, parce qu'il y a eu du monde qui est passé par ici et ça a été vraiment très chouette, une très chouette expérience de pouvoir tourner dans ces lieux et de faire vraiment quelque chose qu'on puisse identifier comme étant le podcast On Cause qui est réalisé par le comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer. Oui, c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde. Il y avait, tu le disais, des personnes qui témoignaient, donc des jeunes adultes atteints par la maladie. Il y avait aussi des professionnels de santé. Donc à chaque émission, il y avait un casting qui était vraiment très spécifique sur une thématique très spécifique. Et du coup, ça nous a fait plaisir que vous soyez à l'aise parce que c'est le principal. Et surtout sur ces sujets-là, on imagine que c'est hyper important que tout le monde se sente bien. Donc on est très content de ça. Quelle est votre stratégie donc de diffusion avec ces podcasts? J'ai vu aussi que vous ressortez de ces vidéos des citations que vous publiez en images sur des réseaux sociaux, en post Facebook, etc. Comment est-ce que vous optimisez le tournage, en gros, pour déployer votre communication, pour faire connaître l'épisode? Oui, alors déjà, l'épisode sort tous les premiers mardis du mois, donc on a voulu, en choisissant un jour précis, créer une certaine récurrence et donc un certain rendez-vous avec nos auditeurs et nos auditrices. Donc déjà cette stratégie d'avoir choisi le premier mardi du mois. Donc le troisième est sorti mardi de cette semaine. Tout à fait, il y a 2 jours, effectivement. Et c'est vrai que par la suite, on a donc des extraits vidéo de chaque épisode, environ 3 à 4 extraits qui nous permettent en fait, en fonction des réseaux sociaux, d'adapter, c'est-à-dire soit de relancer un extrait vidéo toutes les semaines, soit de pouvoir capitaliser sur la première semaine ou sur la seconde semaine, notamment les extraits. Ça nous permet effectivement d'informer, de pouvoir peut-être lancer des nouvelles écoutes pour ceux qui sont passés au travers le jour de la sortie. Donc on a effectivement ce format vidéo, donc on publie sur nos 3 plateformes, sur Facebook, Instagram et LinkedIn. En fonction des plateformes, on adapte comme je le disais. Et puis, effectivement, on a aussi des posts un petit peu citations où on essaye de ressortir quelques petites phrases très marquantes de l'épisode pour pouvoir faire une certaine continuité, que dans le mois, on puisse effectivement avoir 4 à 5 posts sur le podcast On Cause, en plus de pouvoir laisser la place à toutes les autres actions de notre comité.
Oui, c'est ça, faut pas que ça vampirise le reste, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de contenu qu'on peut créer avec ça. Notamment sur chaque épisode long, on crée entre 3 et 4 vidéos courtes, en plus de tout ce que tu as dit. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal de choses à poster, à diffuser, à planifier aussi, surtout. Et ça prend aussi du temps et de l'énergie et surtout de la réflexion. Est-ce que tu arriverais à estimer, par exemple, le nombre de contenus liés au podcast que vous diffusez par mois pour se rendre compte un peu de combien d'infos sont diffusées chaque mois via ce podcast pour rediriger les gens vers le podcast long notamment? Alors, je crois qu'on diffuse à peu près 5 à 6 posts tous les mois. Donc, tous les réseaux confondus, effectivement, je dirais 5 à 6. Ouais. Et depuis septembre, donc les premiers épisodes ont été diffusés en septembre, le 2 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. C'était le premier, le lancement de On Cause. D'ailleurs, n'hésitez pas donc à aller voir la chaîne YouTube de la Ligue contre le cancer Comité du Bas-Rhin, c'est ça le nom exact, pour voir les podcasts de On Cause qui sont vraiment très très intéressants, comme on le disait avant. Quels sont les premiers retours? Est-ce que tu as déjà des avis, des commentaires, des participations, des participants et des spectateurs? Quels sont un peu les retours globaux? Alors, on est très content des premiers retours parce qu'on a effectivement des retours qui sont très poignants, très intéressants. Des retours effectivement qui nous disent que ces jeunes ont un vrai parcours super intéressant à suivre, avec beaucoup d'éléments à dire sur lesquels ils peuvent se positionner, ils peuvent faire partager leur expérience. Et donc on a régulièrement quand même quelques commentaires sur les épisodes et ils sont effectivement très chouettes avec cette envie de voir les prochains. Donc on se dit que c'est plutôt bon pour la suite. Ouais. Donc on a des très bons retours pour le moment, effectivement. Et tu m'as aussi transmis quelques statistiques qu'on peut vous montrer là. Donc il y a les statistiques de septembre du premier épisode. Tu nous as aussi envoyé les statistiques d'octobre, donc c'était à peu près mi-octobre, donc c'était pas encore fini. Oui. Quand on s'en est échangé. Là, on arrive sur le 3e épisode. Est-ce qu'en termes de statistiques, il y a des choses que tu arriverais à analyser, des choses qui sont bien, des choses qui peuvent être optimisées? Quels sont un peu tes retours sur les 2 premiers épisodes complets, on va dire, en termes d'audience, de commentaires, d'écoute? Oui. Alors déjà, on a été très contents du lancement du premier épisode, au vu des retours et des vues qu'on a eu et des écoutes surtout. Donc, on a été très contents de celui-ci. Après, forcément, dans le cadre d'octobre, avec les campagnes d'Octobre Rose, il y a forcément beaucoup de contenu qui passe. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait un petit peu moins de vues, mais quand même, on a quand même engendré un certain nombre de vues. Donc, on est assez contents de ces retours-là. Pour les épisodes suivants, effectivement, l'idée, c'est aussi de pouvoir relancer une certaine communication au-delà effectivement de nos réseaux, de pouvoir aussi voir avec notre fédération au niveau national comment le mettre en avant un petit peu plus. Maintenant que cette grosse période de rush est passée, on a aussi un peu plus l'horizon ouvert pour pouvoir aborder cette thématique-là et le mettre d'autant plus en avant. C'est sûr qu'avec tout votre réseau, il y a moyen de faire quelque chose. Et comme je le disais, vu que c'est un sujet quand même qui touche plein de gens, autant que ce soit partagé par tous les gens de ce milieu-là, notamment déjà en commençant par la Ligue contre le cancer nationale, bien évidemment. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui nous écoute, qui nous regarde, pour se lancer dans l'aventure podcast? Est-ce que toi, par exemple, tu avais des réticences au début, des freins, et au final, des choses qui se sont levées par la suite? Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite encore aujourd'hui? Alors, ce que je pourrais dire, c'est faites-vous bien accompagner parce que en fait, ces formats, notamment nous, avec un format un peu talk show, on peut penser qu'il suffit de s'asseoir et que tout va bien se passer. Finalement, pas du tout. Il y a un vrai travail en amont de pouvoir, pour nous, préparer les sujets, briefer les intervenants, briefer les jeunes, les préparer et après, effectivement, tout l'enregistrement, le tournage et l'après. Que je soupçonnais pas non plus l'après, mais effectivement je pense que d'être bien entouré et d'être bien préparé à cette aventure-là, je pense que c'est l'essentiel parce qu'avec le recul que j'ai maintenant, je pense qu'au comité on n'aurait jamais pu le faire seul et au contraire on a pu être bien entouré et c'est ça le principal. Oui, c'est vrai qu'on ne soupçonne pas vraiment, on voit que la partie de tournage forcément dans les vidéos qu'on publie, dans les podcasts qu'on écoute, mais toute la prépa en amont et aussi la prépa a posteriori, que ce soit dans la création des contenus, la diffusion de ces contenus, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas minimiser, c'est sûr, mais en tout cas l'anticiper, c'est s'y préparer. Est-ce que tu aurais un dernier mot à nous partager, que ce soit pour les auditeurs ou sur l'actualité de la Ligue contre le cancer ou sur le podcast ? Si vous ne l'avez pas encore écouté, écoutez-le.
Je pense que c'est déjà effectivement une bonne idée. D'ailleurs, le nouvel épisode est sorti il y a 2 jours et on traite effectivement de la question du retour au travail après un cancer. En plus, t'es dedans. Et effectivement. T'es là aujourd'hui, t'es dans l'épisode de mardi, t'es partout. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, si vous avez envie effectivement d'être sensibilisé à ces questions, n'hésitez pas à écouter On Cause. Trop bien. Écoute, merci beaucoup Julie pour toutes ces informations que tu nous partages aujourd'hui. C'était déjà un plaisir de travailler avec toi et c'est un plaisir de continuer parce que du coup on est en plein dans la période de post-production. Oui. Mais c'est bien, ça avance. Les épisodes vont sortir à temps, ne vous inquiétez pas. Et voilà, on espère que le podcast va bien vivre parce que c'est vrai que qu'on parle de contenus courts qui vivent de manière très éphémère sur les réseaux sociaux, mais après il y a les contenus longs où forcément les statistiques vont prendre plus de temps à analyser parce que c'est des podcasts qui vont vivre dans le temps. Donc on espère que ça va toucher les bonnes personnes, que ça va aider surtout les personnes qui en ont besoin. Et voilà, on vous souhaite le meilleur pour la suite de la première saison déjà. Et on se retrouve bientôt pour peut-être de nouvelles aventures, ou en tout cas on va continuer d'écouter tout ça et avec beaucoup d'intérêt. Donc n'hésitez pas à aller écouter le podcast de On Cause, disponible partout, donc tu l'as dit, hein, Spotify. Sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et la version filmée bien sûr sur YouTube. Super. Merci beaucoup Julie. Je Merci à toi. Qu'on continue notre petite déambulation. Je vais rejoindre cette fois-ci Mélanie de Keragno et on peut se retrouver à la fin si tu veux pour partager un café ou peut-être s'il y a des questions qui te concernent. J'hésiterai pas à t'appeler si besoin, si t'as des choses. Voilà. Pas de soucis. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup Julie. On va passer sur le plateau fond de couleur. Pour y arriver, on va passer par la loge. Donc tout à l'heure, on est passé par la régie, la salle d'accueil client. Là, on est dans la loge. Donc c'est une loge tout à fait classique avec lumière, douche, toilette, canapé, café, thé. Voilà. Si vous voulez faire un plateau ici, c'est entre nos 2 grands espaces, le grand plateau et le petit plateau podcast. Et on se dirige ensuite vers le grand studio où on était juste avant. On a le plateau grand. À côté de notre plateau TV, on avait le plateau d'introduction sur notre gauche. Et là, je vais rejoindre Mélanie qui m'attend sur le canapé fond rose. Comment ça va, Mélanie ? Je m'installe à côté de toi. Hop. Est-ce que tout se passe bien de ton côté ? Tout va bien. Ok, super. Écoute, Mélanie, déjà, merci beaucoup d'être venue ce matin, de bonne heure. Avec plaisir. Avec cette température, etc. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Est-ce que, donc je disais, tu es chargée de communication à la communauté d'agglomération de Haguenau. Est-ce que tu peux nous présenter ton rôle, tes missions et ce que tu fais à la communauté d'agglomération de Haguenau ? Alors vraiment, je m'occupe de tout le volet développement économique et on a un dispositif qui s'appelle le CARE. Donc c'est un lieu à Haguenau, le centre d'animation, d'information et de relais économique, où on va accueillir des entreprises dans une pépinière. Donc on a 21 entreprises en tout. On va aussi avoir des experts qui vont conseiller les entrepreneurs sur leur stratégie. Et puis après, on a aussi plusieurs événements, toujours autour de l'entrepreneuriat, dans ce même lieu, situé à Haguenau. Ok. Ça fait combien de temps que tu... Presque 3 ans. Presque 3 ans, d'accord. Donc ça commence déjà à parler un petit peu. Et donc tu as créé un podcast il y a quelque temps, vidéo pour Keragno. Oui. Pourquoi avoir voulu créer ce podcast et quelles étaient les cibles et les objectifs derrière ce format ? Alors déjà, on pense que le podcast, c'est vraiment un format qui est très porteur, qui est aussi très écouté par les dirigeants, par les responsables. Donc déjà, on est parti sur ce format-là. On voulait vraiment cibler les porteurs de projets. Donc ça, c'est les personnes qui n'ont pas encore créé leur entreprise et aussi les entrepreneurs, les dirigeants qui sont déjà en activité. Donc ça, c'était vraiment les 2 cibles. Parce que c'est vrai que c'est sans doute un format qui est facile à écouter un peu partout. Voilà, on peut écouter en travail. voiture, en fond, c'est assez facile à écouter. Et puis aussi, c'est un format qui permet d'aborder des sujets plutôt complexes où on a besoin d'un peu de temps. Par exemple, comment monter son business plan, comment financer son entreprise, ça, on ne peut pas le dire en 5 minutes. Et puis c'est un format aussi qui permet de donner la parole aux dirigeants. On peut vraiment s'exprimer leurs objectifs, leurs valeurs, leurs projets. Parce que quand ils font les podcasts ici, vous les publiez de votre côté, est-ce qu'eux aussi les repartagent ? Est-ce que justement ça leur permet aussi à eux de se mettre en avant d'une certaine manière ? Alors pour le moment, on a vraiment fait des podcasts autour d'experts qui ont vraiment expliqué à chaque fois comment financer l'entreprise, comment ouvrir un commerce. Donc là, on a valorisé des experts qui font partie de nos partenaires, de la communauté d'agglomération de Haguenau. Et ces experts-là, oui, ont pu partager
ces podcasts sur leur plateforme. On pense par exemple à la CMA. Donc nous on partage notre site internet, on partage nos réseaux sociaux et maintenant sur les plateformes de streaming audio. Ok, donc vous êtes un peu partout. Oui. Ok, super. Et comment est-ce que vous choisissez les sujets, les intervenants pour chaque épisode? Tu le disais, c'est des sujets qui peuvent être pointus, des fois qui peuvent être plutôt larges, à une audience toujours professionnelle. Comment est-ce que tu choisis toutes ces thématiques? Alors d'abord, on s'est appuyé sur des outils digitaux pour voir quelles sont, par exemple sur Google, les questions les plus fréquemment posées par les entrepreneurs. Ouais. Ensuite, on s'est appuyé sur l'expertise et l'expérience de nos partenaires, donc les chambres consulaires, Tempo, Ordre des experts comptables, enfin vraiment nos partenaires, pour qu'ils puissent un peu nous relayer les questions qu'on me pose le plus fréquemment. Ouais. Et à partir de ça, on s'est dit, pour chaque question, on va répondre via un podcast. Ok. Et donc, tu utilisais quel outil? Tu disais Google de manière générale en tapant les questions les plus posées? Oui, il y a d'autres outils aussi de recherche qui permettent de faire remonter ces questions-là. Et on a croisé un peu différentes sources pour pouvoir sélectionner les questions les plus fréquemment posées. Ok. Et est-ce que tu penses, on en parlait un peu tout à l'heure, que le podcast, c'est justement un bon moyen, en tout cas l'un des meilleurs moyens pour toucher une cible professionnelle aujourd'hui? Est-ce que tu as pu avoir des retours là-dessus Alors, oui, c'est intéressant parce que ce podcast-là, il est filmé. Donc, on peut le réutiliser sur notre site internet. On peut associer contenu rédactionnel et vidéo. On peut le réutiliser sur nos réseaux sociaux. LinkedIn, on a eu des très, très bons retours. D'ailleurs, la CMA a réutilisé ce contenu-là pour ses propres réseaux sociaux. On a la possibilité de recouper des parties du podcast vidéo pour en faire des réels. Et puis après, bien sûr, là, on travaille tout ce qui est chaîne de streaming audio pour encore développer cette partie-là, quoi. Oui, c'est vrai qu'on parlait avec Julie juste avant, donc des contenus courts vidéo, ce que tu viens de dire aussi avec les Reels. Et il y a aussi le côté, Julie utilise aussi les phrases choc des épisodes pour faire des visuels. Et toi, c'est vrai que tu utilises aussi la partie édito entière du podcast, qui permet ensuite d'être publié sur le site internet, et qui est déjà bien, entre guillemets... qui a déjà un bon SEO, parce que déjà pas mal de mots-clés, j'imagine, vu que tu recherches les sujets via ça. Oui. Naturellement, ça on retrouve les beaux mots-clés. Et puis, ça permet vraiment d'avoir les deux possibilités, de pouvoir juste regarder la vidéo, qui est sous-titrée, évidemment, ou alors vraiment de lire le texte. Et là, on gagne en référencement naturel aussi, évidemment. Ouais. Et ça peut permettre de communiquer aussi sur les prochains podcasts. Enfin, en tout cas, vu que c'est le texte du podcast, ça peut vous permettre de parler de ce format-là. Comment ça se passe un tournage à Via Astoria, pour en avoir fait quelques-uns ensemble? Et surtout, comment ça se passe et comment tu optimises ces tournages-là? Alors déjà, ça se passe très très bien, puisqu'on est super bien accueillis, on est bien préparés. Et on tourne 5 à 6 podcasts sur une matinée. Donc on va faire venir différents intervenants le long de la matinée. À chaque fois, c'est des podcasts de 10 à 15 minutes chacun. Et ça permet vraiment d'optimiser le temps. Se dire, OK, on les tourne tous sur une matinée et après, on peut les réutiliser sur les prochains mois. Puisque nous, on est sur des contenus pas forcément chauds, sur comment monter ce business plan. C'est un contenu qu'on peut utiliser un peu plus tard. Ça ne va pas fondamentalement changer dans les 2 mois. Ok. Donc tu disais des demi-journées très intenses, et ça va, du coup tu arrives à enchaîner les tournages comme ça. Tu aurais des conseils justement pour les gens Alors il faut vraiment préparer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver en plateau et se dire on va lui poser 2-3 questions et puis il répondra, quoi. Ça demande un travail d'écriture, ça demande un travail presque de répétition avec la personne. Oui, parce que tu le crées et tu l'animes aussi, on ne l'a pas précisé, mais tu l'animes aussi. Et du coup, souvent on se rend compte que comme c'est des experts qui sont passionnés par ce qu'ils font, très naturellement en fait ils vont être à l'aise en plateau. Même s'ils ont des appréhensions, une fois que c'est lancé, ils n'ont plus tellement de stress, quoi. Puisqu'ils parlent vraiment de ce qu'ils connaissent et ce qui les passionne. Du coup, toi, le plus dur, c'est peut-être de les canaliser si jamais ça peut durer trop longtemps ou si des fois ils peuvent divaguer. Oui, mais finalement, ils sont ça se passe assez bien puisque c'est des personnes qui sont là pour accompagner les entrepreneurs, donc ils sont très structurés. Ok, top. Écoute, je te propose qu'on regarde un making-of qu'on a pu faire ensemble pour vous donner un peu l'ambiance du podcast qu'on tourne avec Mélanie pour Carigno. Et on se retrouve juste après cette petite vidéo. Bonjour, bienvenue dans l'émission dédiée à l'actualité économique de la communauté d'agglomération de Haguenau. Ça se méfie.
De retour avec Mélanie sur le studio Colors. Je vous le rappelle, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, des remarques, à les faire au fur et à mesure ou en fin d'émission. Le live est interactif, donc l'idée c'est quand même qu'on échange ensemble, en plus de nos invités, qui pourront aussi vous apporter des réponses à vos questions. Est-ce que tu as déjà, donc ça fait plusieurs mois que les premiers podcasts sont diffusés, est-ce que tu as déjà eu des retours, des avis, des commentaires, des choses qui sont remontées? Oui, alors on a vraiment des retours très positifs. Ils sont vraiment très vus sur LinkedIn. Ouais. Donc ça marche très bien. C'était un peu le réseau principal. Voilà, que vous souhaitez oui, développer. puisqu'on cible les entrepreneurs, c'est vraiment LinkedIn. Et après, on a un retour du fait que nos partenaires sont valorisés. Les partenaires experts, ils se sentent vraiment valorisés par rapport à ce format-là. On a le retour aussi par rapport au plateau, à la lumière, au son. Il y a vraiment cette image de grande qualité qui ressort. Et ça contribue à donner une image de qualité experte. Pour s'adresser à des dirigeants, on avait besoin en fait de ce niveau de qualité-là. Oui, forcément, ça peut les convaincre pour ceux qui hésitent ou juste dans leur optique de diffuser aussi de leur côté, de se dire ok, on a quelque chose qui est propre. Qui est sérieux, ouais. On en parlait un peu au téléphone pour préparer cette émission. Est-ce que vous avez déjà des idées pour un prochain format de podcast vidéo, en tout cas des perspectives de nouveaux projets autour de ce format-là? On a envie de donner la parole à des entreprises innovantes, des jeunes entreprises qui démarrent, pour leur donner de la visibilité, puisque souvent quand on démarre, chaque euro compte et on ne peut pas forcément faire des grandes campagnes de communication. Et on veut aussi mettre en avant les entreprises, les startups innovantes qu'on a sur le territoire. Et ça, c'est important pour nous, puisqu'ils sont en pépinière. Ouais. Donc en plus, tu les as à disposition, enfin en tout cas, tu es dans l'environnement. Ils sont proches de nous, ouais, tout à fait. Et donc, il y a des dirigeants, on va dire, qui sont plus installés, les professionnels qui sont déjà plus installés aussi, des experts qui peuvent parler du sujet, et donc potentiellement des nouvelles personnes pour lancer leur projet, en tout cas le faire connaître. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vous qui produisez ce format et vous mettez en avant d'autres gens, ce que tu disais tout à l'heure, donc vous valorisez d'autres gens qui peuvent eux aussi exploiter ces formats-là. Donc c'est quelque chose qui est à la fois partagé, mais que vous produisez et que vous gérez un peu avec toi, ta ligne édito en tant qu'animatrice, quoi. C'est en soutien des acteurs économiques du territoire qu'on a accompagné. On est vraiment là pour les accompagner à toutes les étapes de la vie de leur entreprise et au démarrage et aussi quand ils vont se développer, enfin vraiment toutes ces facettes-là. Et ça en fait partie du coup de créer des podcasts puisque ça les valorise, ça leur permet de transmettre leur message et puis après de le réutiliser effectivement. Et est-ce que tu aurais justement un conseil à donner aux personnes qui nous regardent, s'il y en a qui veulent se lancer, sur les choses à savoir, les choses à éviter quand on veut se lancer dans l'aventure du podcast vidéo? Il faut vraiment préparer. Rassurer la personne qu'on va interviewer parce qu'on a beau être dirigeant, on n'est pas forcément à l'aise en face d'une caméra. Il y a un gros travail d'écriture malgré tout, même si on a l'impression que tout ça est très naturel et très spontané, c'est pas le cas, on le travaille quand même beaucoup. Et plus c'est travaillé, plus en fait on va être à l'aise avec ce qu'on va dire et on va pouvoir être spontané et naturel. Et c'est qu'on l'a pas dit aussi, que ce soit pour Julie ou même pour toi, vous faites des podcasts qui sont bien préparés toutes les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que vous les faites quasiment pour la globalité en live, presque en condition du direct, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reprise, les questions sont bien préparées, les gens savent à peu près ce qui vont leur arriver, ils lisent pas des notes, ils sont naturels. Et généralement, ce qu'on conseille aussi aux gens qui sont dans le podcast, c'est de se considérer comme ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire en live, pour ne pas que les gens soient stressés ou doivent se reprendre ou bafouiller, c'est normal et ça fait partie du jeu. Et en plus de ça, ça rajoute un côté sincère et naturel au rendu final. Donc il faut vraiment oublier les caméras, comme tu disais, ce qui n'est pas forcément le plus évident au début, et se dire ok, on est parti, on lance le podcast, on le finit dans 10 minutes et on essaye d'alimenter tout ça. Et c'est une conversation en fait, c'est pas comme un face caméra où il va devoir parler tout seul et au bout d'un moment il va se bloquer parce qu'il aurait voulu dire la phrase un petit peu autrement. Là, on discute. Et à partir de là, même s'il bafouille un peu, même s'il y a des E, des A, c'est pas très très grave en fait. Puisque dans l'univers du podcast, c'est assez bien accepté, puisqu'on cherche vraiment l'authenticité, le naturel. La discussion, comme tu le disais, et dans tous les cas, il y a de la post-production, comme on l'a vu avant et comme on fait aussi pour Mélanie et la communauté d'agglomération d'Agno. Donc voilà, pas de pression, c'est
forcément dans un studio avec des lumières, des caméras, on peut être un peu stressé. Il y a eu des intervenants un peu stressés. Et au final, dans le rendu, on ne dirait pas. Enfin, ils oublient, parce que quand on leur pose des questions, c'est ça. Ils oublient complètement, ils sont dans leur sujet, et comme ils sont toujours passionnés, de quoi ils parlent, voilà. Plus, donc ça les met forcément à l'aise. Est-ce que tu aurais un dernier mot à nous partager sur des conseils pour le podcast ou sur l'actualité de la communauté d'agglomération d'Agno, sur les prochaines choses à suivre, ou alors où vous suivre, et qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois? Alors là, c'est le mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire, donc il y a énormément d'événements pour les professionnels, mais aussi pour le grand public autour de ces thématiques-là. Donc ça, c'est ce qui se passe en ce moment au mois de novembre. Et puis au mois de mars, on a un salon autour de l'industrie. Donc 27 et 28 mars, salon plongé au cœur de l'industrie à Haguenau. C'est un showroom industriel qui est ouvert au grand public. Ça, c'est les grands temps forts. Grosses actus, quoi. Ouais. Donc une fin d'année qui ne sera pas de tout repos. Voilà. Juste avant les fêtes de fin d'année. Bah, écoute, merci beaucoup Mélanie d'avoir échangé avec nous aujourd'hui. Ça nous fait très plaisir et on espère que ça vous a vous aussi intéressé d'un point de vue professionnel aussi, parce qu'on a parlé du grand public juste avant. Là, c'est une cible plus professionnelle avec la même démarche, mais avec aussi des petites choses qui changent. Donc on espère que ça peut vous donner des idées, vous intéresser pour vous lancer dans l'aventure. Je te retrouve en fin d'émission. Et là, je vais rejoindre Thibaut sur notre dernier plateau, notre dernier intervenant, donc Thibaut de Blueboat. Et là, on va parler d'un podcast plus audio, avec un petit peu de vidéo, vous verrez tout ça. Et je vais rejoindre Thibaut. Hop. Qui m'attend déjà. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu es beau, Thibaut, devant cet écran. Je m'installe avec toi. Hop. Comment est-ce que ça va, Thibaut ? Très bien, j'ai l'impression qu'on va faire un journal télévisé tous les deux. Écoute, si tu veux, on peut s'improviser ça. Faut juste voir les thématiques, qu'on soit sûr de pas partir dans tous les sens, mais en tout cas, je suis sûr qu'on fera quelque chose de très bien. Ben, franchement, tu passes très bien à l'écran, t'es très beau devant l'écran, t'es très bien. Enfin voilà, tu es parfait pour ce rôle-là. C'était très intéressant d'écouter les autres intervenants. C'est vraiment chouette de voir tout ce qu'il peut faire finalement sur un format, les différents usages et les différentes manières d'aborder le sujet. C'est pour ça aussi que ça me faisait plaisir de vous accueillir, déjà que vous ayez accepté tous les trois, parce qu'en plus de ça, vous faites à peu près des projets similaires dans le format. Et donc en plus de ça, si vous pouvez échanger pour voir qu'est-ce qui marche pas, ou juste vous écouter, je trouve ça hyper intéressant. Alors Thibaut, tu es co-dirigeant de Blueboat, c'est ça, co-directeur associé. C'est le terme officiel. Et ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui pour deux raisons. Déjà, parce que forcément, on travaille ensemble, on a déjà fait pas mal de choses même à côté. Et c'est surtout parce que tu étais le premier invité du Cybercafé version Covid il y a 5 ans. Pas. Et oui, il y a 5 ans, on avait déjà fait un format cybercafé version visio, forcément, parce qu'avec le Covid, on était tous confinés. Et Thibaut a bien voulu être le premier invité officiel de ce format cybercafé qui n'avait pas du tout cette tête-là à l'époque, il y a 5 ans, qui a accepté de prendre ce risque, entre guillemets, de m'accorder 1 heure de son temps pendant cette période-là. Et était un peu le parrain de l'émission, finalement. Donc, très content de t'accueillir aujourd'hui pour boucler la boucle, c'est beau. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Blueboat? Donc, c'est une agence d'e-réputation, si je ne dis pas de bêtises. Alors, mais tout à je veux bien que tu représentes, c'est un peu plus vaste que ça. Blueboat, on a 20 ans maintenant, donc c'est une vieille agence qui est née à Mulhouse, fondée par mon associé Christophe Thiel, qui est un visage aussi un peu connu ici en Alsace. Et aujourd'hui, on va se présenter comme une agence marketing web où on a une logique plutôt business, parce qu'on avait des sujets un peu différents ce matin. Nous, finalement, la promesse qu'on fait à nos clients, c'est de leur faire gagner de l'argent durablement grâce au web. Et il y a plein de manières de le faire. Et souvent, ce qu'on va discuter, on va partir d'un objectif et après, on va construire des dispositifs qui vont permettre de répondre, d'atteindre les objectifs, de répondre au mieux aux attentes, aux besoins, avec toujours cette préoccupation en tant que marketeur de se mettre à la place du client. C'est quoi ses besoins, c'est quoi son parcours d'achat. Et donc d'essayer d'être au carrefour, de se faire des carrefours où on va positionner nos clients, la marque, dans les moments clés finalement de ce parcours. Et c'est notamment pour ça que par moment il y a des formats, des sujets qui vont arriver, comme faire de la vidéo, faire de la publicité ou faire des podcasts. Trouver le bon moyen pour atteindre les objectifs que vous fixez. Et c'est dans ce cadre-là que vous accompagnez l'entreprise OneRH. Tout à fait. Vous produisez, vous créez un podcast pour eux qui s'appelle One Podcast. Est-ce que tu peux nous présenter justement cette démarche? Pourquoi avoir lancé ce format pour ce client à cet instant?
Alors, OneRH, c'est un client qu'on accompagne depuis maintenant 6 ans. 6 ans sur toute la stratégie marketing, communication au global. Et Nathalie et Frédéric, les deux fondateurs, en tout cas Nathalie, que je salue, longtemps poussé en disant j'aimerais bien faire un podcast, et on freinait un petit peu en disant attends, on va le faire quand ce sera le moment le plus opportun. Le tout, c'est pas de faire un podcast et de se mettre quelque chose, on va s'enfermer sur un coin de bureau avec du matin, on va enregistrer, parce que je pense que dans l'imaginaire collectif, on se dit c'est facile, comme de produire une vidéo, comme de faire une photo, on se dit c'est facile de le faire. Et le podcast ne déroge pas à la règle, où on se dit finalement j'ai un micro, je m'enferme et j'enregistre. Sauf qu'en fait, il y a plein de questions qui se posent autour de tout ça. C'est finalement, je fais un podcast pour dire quoi ? C'est quoi le format ? Il faut qu'on éditorialise un petit peu la chose. C'est quoi la récurrence ? Est-ce que c'est une prise de parole qui va être hebdomadaire, mensuelle, etc. Qu'est-ce qu'on va dire ? Comment est-ce qu'on va structurer aussi les choses, et puis après il y a toute la question pratico-pratique, comment j'enregistre, comment je fais le montage, comment je fais la diffusion, et donc c'est quelque chose qui quelque part doit se réfléchir. Alors, parfois il n'y a pas à réfléchir non plus trop longtemps, il faut faire. Donc en tout cas on a attendu le bon moment, et on avait plusieurs actions finalement à mettre avant de se lancer dans des podcasts. Qui dit stratégie, visibilité sur le web, c'est une présence avec un site internet, c'est une présence sur les réseaux sociaux, c'est des formats plus propriétaires qu'on va déclencher, comme par exemple la newsletter. Voilà. Une fois qu'on a mis tout ça en place et que ça tourne, maintenant c'est de se dire ok, maintenant, les objectifs, ils sont là. OneRH, c'est une entreprise maintenant qui est installée dans le paysage, qui est bien connue dans la sphère RH en Alsace. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on y met une saveur un peu plus particulière, comment est-ce qu'on élève finalement le niveau sur une entreprise comme ça, avec une dimension qualitative. Et c'est pour ça qu'on est arrivé sur ce format, de se dire, là, l'ambition, c'est d'être des experts inspirants. Nathalie et Frédéric sont des experts, sont des passionnés de leur thématique, et en plus, ils sont hyper généreux dans ce qu'ils font, c'est-à-dire ils aiment partager, ils aiment mobiliser un réseau d'experts et de partenaires autour d'eux, justement pour diffuser cette culture de bonnes pratiques RH auprès des professionnels. Et là, le podcast s'y prêtait super bien, en tout cas le format. Donc là, on s'est dit, ok, maintenant on y va, on va lancer les podcasts de OneRH. Et tu le disais, Nathalie et Frédéric sont les deux fondateurs, créateurs de OneRH, et c'est eux aussi qui animent principalement, alors pas que, mais c'est aussi eux qui prennent le rôle d'animateurs, comme on peut le voir sur les visuels que vous voyez à l'écran. Donc c'est aussi, comme tu dis, ils se mettent en avant, ils se mettent en image, et ils accueillent aussi des clients, c'est ça à chaque fois. Donc ça, un peu comme avec Mélanie, on a vu juste avant, c'est une entreprise qui produit un podcast, qui s'associe à des partenaires, donc c'est aussi un moyen de créer du lien et aussi de les mettre en avant et aussi de partager leur expertise. Donc c'est vraiment un format qui est assez intéressant, que ce soit pour la production, la communication et aussi pour un peu le prospectage au client, la clientèle de faire un format qui intéresse tout le monde, quoi. Complètement, parce que là, la logique là-dedans, elle est pas commerciale, c'est vraiment plus de la notoriété et aussi de mobiliser. Il y a pas mal de messages à porter sur les sujets RH, que ce soit sur des aspects réglementaires, sur la conformité, mais aussi sur de l'inspiration. C'est un monde, l'humain se transforme beaucoup, surtout depuis Covid. Donc finalement, comment tu gères la génération Z, comment tu gères la transition écologique sur les aspects humains, sociétaux, etc. Et donc ça, c'est plein de sujets sur lesquels ils ont plein de choses à dire, et ils ont un réseau de gens autour d'eux qui peuvent apporter. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter une expertise, d'inviter sur des thématiques comme ça et de les faire parler. Et finalement, pourquoi ça a été Nathalie et Frédéric ? On peut se dire, il y a plein de manières d'aborder les choses. Tu peux payer un intervenant, un journaliste par exemple, qui va animer la chose. Sauf qu'en fait, surtout quand c'est une petite entreprise et que tu as créé toi-même, tu incarnes beaucoup cette entreprise. Et je pense que c'est important dans l'ADN de l'entreprise que ce soit finalement les dirigeants ou l'équipe, parce que finalement tu parles de Nathalie, Frédéric, mais il y a aussi des gens de l'équipe OneRH qui animent à tour de rôle. Ça, c'était quelque chose qu'on a voulu dans le format, finalement, de montrer les têtes. C'est une manière d'incarner. Et je pense que c'est
la meilleure façon de dire, voilà, finalement, qui on est, ce qu'on fait et c'est quoi notre positionnement. Et ce que je trouve intéressant aussi dans cette démarche, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que ce ne soit pas forcément l'entreprise OneRH qui parle toute seule à son audience, mais surtout qu'elle s'entoure de personnes qui travaillent avec eux et qui peuvent aussi se permettre, en tiers de confiance, de recommander l'entreprise, ou en tout cas voilà. Je pense que ça, c'est hyper important en stratégie de communication de manière générale, de s'entourer des bonnes personnes. Surtout sur ce genre de format, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir un discours promotionnel, que ce soit sur un événementiel ou sur des choses comme ça. C'est à un moment, il faut apporter de la valeur ajoutée. Il faut qu'il y ait une matière qui soit intéressante pour que les gens ils aient juste envie d'écouter. Et puis surtout, on est sur des formats où on fait pas que du one shot. C'est pas un podcast, c'est finalement une série d'épisodes. Et il faut donner envie aux gens de se dire, ok, j'ai écouté le premier, j'ai appris des trucs, c'était super, j'aime bien la patte du truc. Et donc je vais écouter et je vais suivre les autres. Ouais. Donc si on vient juste avec un discours promotionnel, on n'a pas envie. Personne n'a envie de venir écouter que de la publicité pendant 30 minutes. Donc c'est vraiment de faire intervenir des gens. Et c'est là où c'est intéressant ce rôle qu'on a réussi à mettre en place dans le studio, de dire, voilà, on a un expert de OneRH qui va intervenir, qui va animer finalement l'épisode et faire intervenir un ou deux experts sur un sujet. Ça donne quelque chose finalement un débat de spécialistes sans rentrer non plus dans des sujets de spécialistes. C'est assez accessible finalement, même pour des gens qui ne sont pas dans la dimension RH. Et est-ce que le format audio, parce que donc à la base c'était un format uniquement audio, après on a rajouté un plan large qui permet de faire des teasers ou aussi garder quelques petites capsules. Est-ce que ce format audio c'est un bon moyen de se différencier pour intéresser de nouvelles audiences? Est-ce que vous avez pu déjà analyser ça, le fait de, je ne sais pas si dans les RH beaucoup de gens font ce format-là, mais est-ce que c'est un moyen de sortir du lot en quelque sorte? Alors, pour répondre à ta question, oui, c'est déjà des formats qui existent. En fait, il y a plein de podcasts RH qui existent déjà. Alors, c'est plutôt des podcasts nationaux, on va dire tournés, enregistrés à Paris. Là, on est sur un podcast qui est plutôt local, avec des figures locales. Ça va être un artisan, un boulanger-pâtissier de la région. Ça va être un gros industriel de la région. Mais en tout cas, c'est des marques qu'on connaît ici et qu'on ne va pas forcément retrouver ailleurs. Donc ça, c'est intéressant. Oui, après, ça va être une manière de se distinguer par rapport à des acteurs locaux qui vont pas forcément, on va dire des concurrents ou des confrères locaux qui vont pas forcément utiliser ce format-là. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup dans le format podcast, alors tu disais effectivement la première saison, en fait, là on en est à la 3e saison. Je veux dire, on a fait 3 saisons. On en est à la 3e saison. La première saison, en fait, l'objectif c'était de faire un podcast audio. On enregistrait, c'était purement audio, sauf qu'on a quand même fait, on avait mis une caméra à l'époque, juste pour faire des petits extraits, pour pouvoir accompagner la diffusion sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y avait un peu une frustration de se dire ouais, mais c'est génial parce qu'on a toute la matière, on a tout ce qu'il faut. Et finalement, la vidéo, elle passe bien, elle est quand même consommée. Et on a plus finalement d'écouter sur la première saison. On avait plus d'écoute de la vidéo qu'on diffusait plutôt que du podcast audio. Donc on se dit finalement, il y a aussi un autre mode de consommation. Et toujours dans une logique, je le disais tout à l'heure, de se mettre à la place du client. En fait, la cible qu'on va chercher à atteindre, elle a plusieurs modes de consommation. Il y en a qui vont écouter des podcasts parce qu'ils se mettent ça dans les oreilles pendant qu'ils courent, d'autres qui vont plutôt avoir une consommation vidéo, et puis d'autres après qui sont plutôt encore sur de la lecture. Et donc à partir de cet enregistrement, finalement on fait de la multidiffusion parce que on diffuse sur des plateformes de podcasts. Via Ocha, on va diffuser sur Deezer, Spotify, etc. On va diffuser en vidéo, notamment sur LinkedIn. Et puis après, aussi avec le contenu qu'on a de l'enregistrement, on en fait un article qu'on va retrouver après sur le blog d'expertise de OneRH. Donc ça nous permet de toucher finalement plusieurs typologies et surtout à des moments différents. Ouais, plusieurs formats aussi et plusieurs, j'imagine, audiences. Justement, est-ce que d'un point de vue audience, vous avez déjà des retours, des avis, des commentaires ou même en termes de statistiques, des choses qui ressortent d'intéressant à nous partager aujourd'hui ? Alors c'est assez marrant parce que en tant que marketeur, on va beaucoup regarder des indicateurs clés de performance et notamment une contribution par rapport au business. Et sur ce sujet-là, c'était pas l'objectif. Sur d'autres actions, on va regarder par exemple le nombre de contacts commerciaux, etc. Là, on avait plus un objectif de notoriété, de faire connaître la marque, de lui donner quelque chose, enfin une patte d'expertise, puis surtout une dimension très professionnelle. Donc finalement, on ne s'est pas concentré sur les indicateurs, on regarde un petit peu, forcément on est sur du podcast B2B, plutôt local, donc on ne va pas faire des audiences avec des dizaines de milliers d'auditeurs. Par contre, chaque podcast audio va être consommé une centaine de fois.
on peut être content ou mécontent. En tout cas, c'est un indicateur. On se rend compte que les vidéos sont plus consommées. Là, on est plutôt sur du millier de vues. Et puis après, il y a toute la consommation des articles. Ça, c'est pour les indicateurs, on va dire, quantitatifs. Par contre, après, ce qu'on mesure aussi, c'est tout ce qui va être qualitatif. Et là, ce qui est intéressant, c'est tous les retours que Nathalie et Frédéric peuvent avoir, que ce soit de prospects, de partenaires, de clients, qui nous disent « c'est vachement bien ce que vous faites, c'est très pro, ça donne envie de travailler avec vous ». Et puis surtout, après, il y a aussi, on le disait, c'est un moyen d'inviter des partenaires, d'inviter des clients, et tu leur fais vivre un moment un peu privilégié. Tu les as là. Des fois, c'est une expérience. Et ça a beaucoup de valeur, finalement, rien qu'en termes de fidélisation aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est très apprécié. Ok. Et alors, on l'a vu avec Julie pour la Ligue, on l'a vu avec Mélanie pour Care, où c'est-à-dire qu'on est, on les accompagne dans la création de podcasts. Toi, tu es une agence de communication et on travaille aussi ensemble, donc on est une sorte de triangle là-dessus. Comment est-ce que ça se passe justement cette collaboration entre Blueboat, OneRH et Viastoria ? Alors très naturellement et de façon très fluide, c'est que finalement, nous on accompagne OneRH sur leur stratégie, eux viennent avec leurs besoins ou leurs enjeux, nous on va le traduire en plan d'action, et quand vient le sujet justement, un podcast, nous on n'est pas une agence 360, on ne sait pas tout faire. Et par contre, on va aller chercher le bon spécialiste, ceux qui savent bien faire les choses. Et là, dans notre réseau à nous, tout de suite, on a identifié Viastoria, on s'est dit, il y a un studio, ils ont la compétence pour faire ça, parce que qui s'est frotté un petit peu à faire du podcast, c'est pas juste de se mettre autour d'une table et d'enregistrer, c'est que derrière, il y a toute une préparation, il y a la question du matériel, la question de l'ambiance aussi, mais après, il y a toute la partie post-production aussi. Ce qui fait qu'on s'est tourné vers Viastoria pour nous accompagner dans ce projet-là. Déjà, rien que dans la phase de réflexion, puisqu'en fait, ok, on va faire un podcast, mais on va dire quoi, on va le dire comment. Donc, on a éditorialisé finalement le média, le contenu. On a accompagné OneRH là-dessus. Je me souviens encore des tout premiers échanges où Nathalie disait « Ah oui, on va faire quelque chose de 3 minutes. » Sauf qu'en 3 minutes, c'est très court et on ne dit pas grand-chose. Donc il y a eu beaucoup de réflexions. Finalement, on fait 3 minutes, on fait 1 heure et on est arrivé sur un format moyen qui est de 30 minutes. Ce qui était le bon format finalement pour dire suffisamment de choses, apporter quand même des choses intéressantes sans qu'on rentre non plus dans un discours trop fleuve. Et là-dessus, tu avais participé à un des ateliers, justement, tu nous avais fait des retours, des recommandations sur les bons formats, comment organiser les choses, comment, rien que Ocha, c'est quand il y avait la question de la diffusion, c'est toi qui nous avais recommandé de passer par ce genre de plateforme de multidiffusion. Donc voilà, il y a eu tout dans la préparation. Et puis après, c'est quand on fait le tournage, l'enregistrement, donc là, il y a toute la préparation en amont. Nous on s'est mis dans une optique, mais je crois que les autres intervenants le font de la même façon, on s'enferme une journée en studio, ça permet finalement d'avoir tous les invités qu'on met en une journée, donc c'est un gros travail de préparation en amont, simplement on sait que c'est sanctuarisé, il y a une journée d'enregistrement, à chaque fois c'est des vendredis. Et c'est entre 7 et 8 épisodes par jour. On enregistre 7 épisodes sur la journée. Comme ça permet de se faire la grille d'enregistrement. Là-dessus, ensuite, on est accueilli le jour J. Il y a le petit café d'accueil qui permet de briser la glace, parce que souvent, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude. C'est souvent la première fois. Ça reste un exercice qui n'est pas évident, de prise de parole. Donc là, il y a la petite loge que tu as filmée tout à l'heure, où ça permet de briser la glace autour d'un café, autour de viennoiserie. Et puis ensuite, on va sur le studio. On a tout le studio qui est super confortable, qui est super pro aussi. C'est agréable, toute la partie accompagnement. Puis après, il y a tout ce qu'on ne voit pas derrière, qui est nous, notre rôle de producteur. Nous, on n'est pas derrière le micro ni devant la caméra. Ça, c'est OneRH qui le fait. Par contre, il y a toute la partie accompagnement. Ce que vous faites aussi. Et puis derrière, il y a toute la partie montage. Tous les allers-retours, une fois qu'on a les rushs, tous les allers-retours entre Viastoria, Blueboat sur tiens, attention, là il y a un blanc, est-ce qu'on peut couper, attends, là on comprend pas trop ce qu'il y a, etc. Donc ça, c'est nos allers-retours à nous, que finalement on livre une version qui nous satisfait à OneRH, et puis ensuite qu'on fasse, nous, toute la partie de diffusion du podcast.
Et comment ça se passe un tournage à Verstoria? Justement, tu l'as un peu dit, qu'est-ce que c'est un peu cette journée-là, cette fameuse journée du vendredi avec 7-8 épisodes? Comment ça se déroule et comment sont les gens? Comment vous vous sentez? Alors c'est un marathon, ou en tout cas on se prépare un peu comme ça, puisque toute la partie, on invite plein de gens, on sait qu'il y a des créneaux, il vient à 9h, est-ce qu'il est pas encore là, 9h30, etc. On a des gens qui viennent de Paris, etc. Parfois il faut jouer un peu. C'est un marathon, mais finalement on transpire pas beaucoup. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement on est lancé. On se lance, une fois que la journée elle est lancée, on est parti, on a le café, on est dans une ambiance, on a l'impression d'être dans un petit cocon où on se prépare, une petite bulle. En plus là, c'est pas forcément un même intervenant qui va faire l'animation de tous les épisodes, donc on organise aussi là-dessus où par exemple il y en a qui vont faire le matin, d'autres les après-midi, donc ça fait pas non plus pour l'animateur trop un marathon, mais à toute cette partie toute cette journée finalement qui se passe, on arrive à la fin en se disant waouh, parce que la prise de parole ou même d'accompagner c'est quand même intense. Oui, ça reste vrai. Mais je le disais presque sans transpiration, oui, il y a cette fatigue, mais finalement on se dit c'est bien passé, mais parce que finalement on est bien entouré, on est bien accompagné aussi, quoi. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui nous regarde aujourd'hui, qui hésite à se lancer ou qui aurait des freins, des réticences pour se lancer dans l'aventure podcast, peut-être des choses que vous avez rencontrées au début? Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs du jour? Alors, je pense que j'ai 2 conseils qui sont complètement contraires. Le premier, c'est oser se lancer, puisque c'est le genre de choses, il en faut un premier. Le premier, il sera pas parfait. Il faut un premier, c'est souvent ce que vous appelez, vous, dans votre jargon, le pilote. Faut lancer le truc, tester le format, comment est-ce qu'on est à l'aise, comment est-ce qu'on organise ça. Il faut tester. Après, c'est là où il y a aussi le contraire, c'est faut pas y aller non plus tête baissée. Il y a un peu de réflexion, c'est réfléchir avant d'agir et de se dire, ok, il y a cette dimension stratégique, toujours de se dire qu'est-ce que je veux dire, à qui je veux dire, et c'est pas forcément un truc juste pour se faire plaisir. Donc parfois cette réflexion elle va amener à dire en fait on va pas faire de podcast parce qu'on n'a rien à dire, ou l'audience ça va pas forcément l'intéresser. Faut pas juste faire un podcast parce que c'est branché, parce qu'on en voit partout, faut le faire parce que ça répond à un vrai usage de notre audience, que nous on a des choses à dire par ce vecteur là, et que là il y a quelque chose qui est intéressant. Donc une fois qu'on a répondu à tout ça, c'est allons-y. Idéalement, en plus, si on n'a pas trop l'habitude, c'est allons-y avec des pros. C'est vachement plus simple, on se pose vachement moins de questions. Et puis ensuite, on continue, quoi. Et c'est après c'est peut-être aussi ma troisième et dernier conseil, un podcast, c'est pas quelque chose qui va se consommer en une seule fois. Ça se crée dans la durée. C'est une audience, finalement, une communauté qu'on va fidéliser. Et donc... c'est pour ça qu'il y a cette réflexion quand même en amont de se dire on n'y va pas juste pour faire un coup, quoi. On y va, il faut s'inscrire dans la durée. OneRH, on en est là sur la 3e saison des podcasts, donc finalement ça nous fait pour le moment 2 ans et demi. Faut s'inscrire dans la durée, ça met du temps. Au début c'est frustrant parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent. Après progressivement, si c'est bien fait, ça s'installe, et puis là on commence à avoir finalement une audience presque exponentielle, mais en tout cas qui s'inscrit dans la durée. Qui se fidélise aussi, parce que c'est qu'on l'a vu aussi avec Julie qui publie un épisode par mois, toujours le mardi, donc c'est ce phénomène de récurrence. Et je pense qu'en effet, pour vous lancer, il ne faut pas, comme tu le disais, faire un seul épisode et forcément on sera un petit peu déçu, sauf grand coup de chance, mais de se dire, je pars pour une saison entière de 12 épisodes. Comme tu l'as dit, on peut tourner en une journée 8 ou en 2 jours, on peut en tourner largement 12. Et on y va, on le fait sérieusement. Si ça marche, ce sera un bon indicateur. Si ça ne marche pas, soit il faut améliorer, soit en effet, c'est peut-être pas le sujet qui intéressait les gens. Mais ce format finalement de s'enfermer une journée et de tourner, c'est bien parce que cette prise de parole, elle n'est pas forcément évidente, et de toujours en plus s'installer en format studio, j'installe le matériel et tout. Là, on le fait en une fois, finalement. Le premier, c'est un peu laborieux au démarrage, et en fait, une fois qu'on est lancé, ça déroule. On est lancé. Et donc, on va avoir toute cette matière, et en fait, on se dit, une diffusion, même si elle est mensuelle, ça revient vite. Et si on commence à le faire, j'enregistre tous les mois, en fait, tous les mois, il faut aller rechercher. Je crois que c'est ce que tu as vécu, toi, avec les visios, avec les cybercafés en visio. On l'a fait aussi, nous, chez Blueboat, avec des visios aussi, des IREP Day Live qu'on faisait. Ça revient très vite, et à chaque fois il faut retrouver l'intervenant, préparer la chose. Finalement, si tu prépares tout d'un coup, t'as toute ta matière sur 1 an, et après t'as juste à l'éditorialiser, te dire ok, ce sujet je le prépare quand, et on peut être proactif, et ça c'est vachement bien parce que ça nous permet de préparer plein de choses et donner de la visibilité aussi, de dire la personne que t'as invitée, toi en fait ton épisode il sera diffusé en septembre, il sera diffusé en octobre.
La seule difficulté là-dedans, c'est qu'il y a un sujet qu'on peut évoquer, et puis 3 mois après ou 6 mois après, quand on va le diffuser, il y a peut-être des choses qui ont changé, peut-être que la personne elle est plus en poste. On a eu le cas justement sur un des épisodes où la personne finalement était plus en poste. C'est un peu compliqué, donc je crois que finalement on l'a pas diffusé celui-là. Ouais. Voilà, ça peut être des freins en effet, ouais, bien sûr. Écoute, merci beaucoup Thibaut, c'était hyper intéressant. Merci encore d'être venu nous voir ce matin. Je vous propose que dans les dernières minutes qui nous restent, je réponde aux questions du chat. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à les rajouter. On se prend encore 2 petites minutes, on répond aux questions et avant ça, avant de vous retrouver sur le studio, on peut se regarder une petite vidéo qui résume un peu nos derniers podcasts qu'on a pu faire, notamment avec la Ligue, OneRH et Keragno. Et on se retrouve juste après. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là. Buongiorno a tutti quanti. Merci d'avoir répondu présent à cet épisode. Aujourd'hui, nous allons parler business plan. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve pour un prochain épisode. Au revoir. Alors, on va prendre quelques questions. Il est déjà 44. Je crois qu'on s'était dit 45. Absolument. On a un petit peu. On va essayer On a un tenir petit les peu. timings. C'est ça. On va tenir le timing. Alors, je vais prendre les questions dans l'ordre. Alors, David qui nous dit quel serait l'investissement à prévoir pour le démarrage d'un podcast audio de qualité et quel support recommanderiez-vous pour la création de la diffusion? Alors ici, on a différents studios, comme vous avez pu le voir, avec différents moyens de production, différents accompagnements. Que par exemple avec Blueboat, c'est une agence qui vient nous voir en tant que prestataire. Pour la Ligue ou Care, c'est un peu différent. Donc ça dépend vraiment de l'accompagnement que vous souhaitez. Pour les studios que vous avez vus, on va dire que la demi-journée peut être à partir de 500 à 1000 euros en fonction du studio et la journée entière entre 1000 et 2000. Après, à voir ce qu'on rajoute aussi, parce que pour la Ligue contre le cancer, on a pu faire des habillages, on a pu faire du jingle musical, on a pu faire pas mal de choses. Donc ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez mettre, mais en tout cas, je dirais que les fourchettes pour des demi-journées et des journées, c'est entre 500 et 2000 euros, grosso modo. Et comme vous l'avez vu avec Mélanie et Thibaut et Julie, on peut faire beaucoup d'épisodes en une demi-journée ou en une journée entière. Ensuite, nous avons Lisa qui nous dit quelles sont les premières étapes concrètes pour lancer un podcast vidéo sans gros budget. Je pense que c'est ce qu'ont dit un peu nos intervenants aujourd'hui, c'est-à-dire de bien se préparer, de bien éditorialiser la chose, de ne pas faire un podcast pour faire un podcast et de bien anticiper le temps que ça va prendre en amont et a posteriori, surtout sur la partie planification et diffusion, parce que c'est pas mal de temps, et la partie post-production. Et pour ne pas le faire dans un gros budget, ce qui est essentiel forcément, c'est le son. Donc bien avoir du bon matériel pour le son. Et si vous le faites en vidéo, pareil, je pense qu'avec pas mal de petites caméras ou pas mal de téléphones, vous pouvez déjà faire des choses qui fonctionnent bien, mais surtout le son. Et comme l'a dit Thibaut aussi, si vous vous lancez-vous dans une période assez longue, pas juste un one-shot. Partez sur 12 épisodes ou en tout cas une saison entière. Alexis qui nous dit, suivez-vous les audiences de vos podcasts? Alors oui, on a pu voir les interviews de nos différents invités qui à chaque fois ont analysé les audiences, on a pu en parler des statistiques, etc. Donc c'est quelque chose qu'on peut suivre facilement en audio et en vidéo. On a pu le voir avec une slide pour la Ligue contre le cancer qui analyse via Ocha, YouTube, etc. toutes les statistiques. Donc c'est très intéressant et c'est comme ça qu'après on améliore les épisodes qui suivent. On a Lisa qui nous dit, est-ce qu'il vaut mieux se concentrer ses efforts sur une seule plateforme au départ ou être présent partout? Je pense que c'est en effet une bonne chose si ça part sur de l'audio ou de la vidéo, déjà, faut se poser la question. Je pense que c'est bien de faire la vidéo dans tous les cas. Et à mon avis, ce qui fonctionne très très bien aujourd'hui, c'est les plateformes d'hébergeurs diffuseurs type Ocha, où vous pouvez publier un seul épisode et lui va le diffuser sur toutes les plateformes audio, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Et se concentrer après sur un format long, un format court, donc un format long pour YouTube principalement, YouTube qui accélère dans le podcast aussi, et des formats courts de ces extraits de grands épisodes que vous pouvez diffuser sur votre compte Insta, TikTok ou YouTube Shorts aussi, qui vont être beaucoup plus viraux que le reste et qui vont pouvoir réorienter à chaque fois vers l'épisode long. Et dernière question, je crois, de Léa, et j'aurais dépassé de 2 minutes. Après tournage, l'épisode sera prêt à diffuser dans combien de temps? Alors ça dépend aussi des deadlines et de combien de tournages on fait, mais généralement, on a un ingé son qui est en direct avec nous dans le studio qui fait du pré-montage s'il y a besoin niveau audio, et on a en post-production ensuite des monteurs qui peuvent enchaîner sur la partie production. Donc ça peut prendre un jour comme ça peut prendre une semaine. La seule chose qui peut changer, c'est surtout quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est les délais de validation et surtout qui valide à quel moment, parce que du coup quand nous on a fini notre V1, on l'envoie à notre client direct, mais sans doute ce client va ensuite l'envoyer à d'autres clients et en fonction des retours ça peut s'étaler dans le temps. Donc c'est surtout cette étape-là de validation qui est très importante à prendre en compte dès le départ,
tard. Ça nous permettra de statuer, mais en tout cas, nous, en termes techniques, ça peut aller très très vite, bien évidemment. Nous, on se cale en fonction de notre planning. Mais ces validations sont très importantes à prendre en compte pour être sûr que tout le monde soit raccord sur ces délais-là. Et j'en ai fini pour les questions que j'essaie de résumer. Bravo, en tout cas, félicitations et bravo aux 3 invités, Julie, Mélanie et Thibaut, qui ont apporté énormément de réponses. Donc, c'est vraiment passionnant. Et vraiment un immense merci et félicitations pour ce live à Via Storia. C'était vraiment épatant et passionnant. Merci beaucoup. Et je remercie encore une fois l'UCC Grand Est pour l'organisation, le Club de la Presse Anka, merci beaucoup d'être venus. Julie, Thibaut et Mélanie nous ont fait l'honneur de venir aussi ce matin pour partager cette expertise. On espère que ça vous a plu. On vous remercie vous aussi d'être venus, d'être restés tout au long de l'émission. Il y aura une VOD qui va être faite bien sûr pour ceux qui n'ont pas pu être là. Et on remercie aussi Créacast qui nous a permis la bonne diffusion de ce live. Donc merci à tout le monde, c'était une super matinée. On espère que ça vous a plu autant qu'à nous. Et bien à bientôt pour de nouvelles aventures sans doute. À bientôt, au revoir.